6 mois. Voilà le temps qui s'est écoulé depuis la mort d'Harald Keller. Et pourtant, pour Sabine, c'était comme si tout s'était arrêté le jour où son mari avait fermé les yeux pour la dernière fois. Dans l'atelier silencieux de Keller Möbel à Augsbourg, l'odeur du bois frais et le grondement des machines lui rappelaient chaque instant partagé avec lui. Harald n'était pas seulement son époux, il était l'âme commerciale de l'entreprise, l'homme qui ouvrait des portes vers l'international, qui savait transformer le savoir-faire artisanal en succès économique. Elle connaissait la matière, la finesse des lignes, le design atemporel, mais le monde des exportations et des réseaux étrangers restait un terrain inconnu. Alors elle se retrouvait là, à tenter de sauver seule une maison bâtie à deux, consciente que son entreprise survivait, mais n'avançait plus. C'est un simple clic qui allait changer le cours de son quotidien. Sur LinkedIn, une discussion animée autour de l'exportation vers les marchés émergents. Des dizaines de chefs d'entreprise partageaient leurs expériences, mais un commentaire en particulier l'interpella. Signé par Mehmet Özkan, PDG d'Istanbul Premium Imports. Ces mots respiraient une sincérité rare dans ce milieu. Il ne parlait pas seulement de business, il parlait de respect, de tradition, de partenariat durable. Le marché turc, disait-il, manquait d'authenticité allemande. Sabine, intriguée, consulta son profil. Un homme d'une trentaine d'années, diplômé en gestion, posant devant des conteneurs remplis de marchandises, dans des salons professionnels. Le sourire confiant d'un entrepreneur qui semblait croire en ce qu'il avançait. Sans trop réfléchir, elle lui répondit. À sa grande surprise, la réplique arriva presque aussitôt. Mehmet connaissait son entreprise, l'avait étudiée, admirait son histoire familiale et la qualité de son mobilier. Il lui proposa une discussion, partagea des chiffres précis, envoya un rapport de marché complet, riche de graphiques et de statistiques. Tout respirait le sérieux et la légitimité. Sabine hésitait encore. Harald lui avait toujours conseillé de se méfier des promesses trop belles. Mais le besoin d'une nouvelle perspective, d'un souffle nouveau l'emporta. Une visioconférence fut fixée. Jeudi 20h. Quand son écran s'illumina, Sabine resta figée. Mehmet apparaissait exactement comme sur ses photos. Élégant, souriant, installé dans un bureau moderne, des trophées derrière lui, une vue sur la ville. Mais ce n'était pas seulement l'image, c'était sa voix. Un allemand presque parfait, teinté d'un accent charmant. Il parla avec passion du marché, mais aussi avec délicatesse de la perte de Harald. « Vous êtes forte, Sabine. Je le vois dans vos yeux. » Elle ne s'attendait pas à entendre ça. Depuis 6 mois, chacun la traitait comme une femme fragile, condamnée à s'effondrer. Lui, il voyait autre chose. Une professionnelle, une partenaire. Les appels se multiplièrent. D'abord 2 fois par semaine, puis chaque jour. Au départ, purement professionnel. Prévision de vente, marge, stratégie. Puis, peu à peu, les conversations s'étendirent. Comment s'est passée ta journée devint une question rituelle. Il se souvenait des noms de ses employés, des détails qu'elle évoquait en passant. Il riait à ses anecdotes, l'encourageait, partageait sa propre solitude d'entrepreneur après un divorce difficile. Sabine se surprit à attendre ces rendez-vous avec impatience, presque fébrile. En décembre, Mehmet envoyait un rapport d'études sur mesure, 63 pages, d'une qualité impressionnante. Projection de croissance, analyse de concurrence, tout semblait crédible, solide, prometteur. Sabine, émue, partageait ses doutes avec son fils Thomas, prudent comme son père. Lui, au contraire, déterra des incohérences. Un site web trop récent pour une entreprise censée exister depuis 15 ans. Une adresse suspecte. Sabine se fâcha. Thomas voulait la protéger, mais elle voulait y croire. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait autre chose que le vide, de l'espoir. Et cet espoir grandit. En janvier, Mehmet n'était plus seulement un partenaire potentiel, il devenait un confident. Il lui envoyait des fleurs, des messages attentionnés. Il savait trouver les mots justes. Harald était chanceux de t'avoir, mais aujourd'hui, tu as le potentiel de montrer ce que tu vaux vraiment. Elle se sentait enfin vue, reconnue. Puis vint la phrase qui fit basculer leur relation. Sabine, je crois que mes sentiments vont au-delà du professionnel. Elle avait attendu ce moment, sans oser l'admettre. Elle répondit timidement qu'elle ressentait la même chose. Et cette nuit-là, en se couchant, elle retrouva une sensation oubliée depuis longtemps, les papillons dans le ventre. En février, il formula sa demande. « Je voudrais te rencontrer en personne. Je veux voir ton usine, rencontrer Klaus, comprendre ta façon de travailler. Je viens en Allemagne, pour toi. »
Sabine crut que son cœur allait exploser. Des mois d'attente, d'appels, de confidences allaient enfin se concrétiser. Elle fit préparer l'usine, choisit une nouvelle robe, vérifia chaque détail. Thomas s'inquiétait toujours. Maria restait sceptique. Mais Sabine n'entendait plus que l'écho de la promesse de Mehmet. « Je serai là, dans 3 jours, et nous bâtirons quelque chose de grand. » Mars, le grand jour. Sabine était arrivée à l'aéroport de Munich 2 heures en avance, vêtue d'une robe bleue qu'elle avait choisie avec soin et portant les bijoux turcs envoyés par Mehmet. Chaque passager qui sortait du contrôle des passeports faisait battre son cœur un peu plus fort, jusqu'à ce qu'elle l'aperçoive enfin. Plus grand que sur les vidéos, impeccable dans un costume sombre, le même sourire éclatant qu'elle connaissait déjà. Lorsqu'il prononça son nom et la serra dans ses bras, tout le doute qu'elle avait ressenti s'évapora en 1 seconde. L'homme existait, il était là, et il semblait encore plus parfait en chair et en os. Durant la semaine qui suivit, Mehmet fut irréprochable. À l'hôtel Maximilian, il avait réservé une suite exécutive, avec champagne millésimé déjà prêt sur la table. Le soir même, un dîner raffiné dans le meilleur restaurant d'Augsbourg, où il parla autant de vin que de mobilier, où il mêla anecdotes familiales et projets d'expansion. Le lendemain, il visita l'usine. Klaus, habituellement méfiant, fut surpris par la courtoisie et les questions précises de cet homme qui semblait tout connaître du bois et des finitions. Mehmet photographia les ateliers, admira les pièces, complimenta le travail des menuisiers comme s'il savait apprécier chaque détail. Tout semblait réel, sérieux, rassurant. Mais plus les jours passaient, plus les demandes prenaient une tournure inattendue. Devant Sabine et Klaus, il présenta de nouveaux contrats, des chiffres encore plus ambitieux. Une commande initiale de 67 000 €, 3 mois de chiffre d'affaires en une seule vente. Mais, expliqua-t-il calmement, pour prouver leur engagement aux clients turcs, il fallait d'abord une garantie financière. Sabine avait déjà transféré 15 000 € depuis son compte personnel, mais cette fois, Mehmet parait de 30 000 supplémentaires, pris sur le compte de l'entreprise. Il expliqua que c'était une formalité bancaire, une simple preuve de fonds, et qu'elle serait intégralement remboursée dès la première commande. Les mots étaient logiques, la présentation impeccable, et le document qu'il lui montra portait l'entête d'une grande banque turque. Sabine accepta. Le virement fut fait. Ce soir-là, Thomas appela sa mère, paniqué. Il avait engagé un détective privé et les conclusions étaient inquiétantes. Istanbul Premium Imports n'avait que 14 mois d'existence officielle, pas 15 ans. L'adresse de son siège n'était qu'un bureau virtuel, et le nom de Mehmet Özkan figurait déjà dans plusieurs enquêtes de fraude en ligne. Sabine voulut rejeter l'idée, défendit l'homme qui venait de lui offrir une bague de promesses et des déclarations d'amour. Mais la graine du doute avait été semée. Le lendemain, elle demanda discrètement à revoir le document bancaire de Mehmet. Quelque chose clochait. La date inscrite ne correspondait pas. Et lorsqu'elle consulta son téléphone, elle remarqua qu'aucune application bancaire turque n'y figurait malgré ses prétendus transferts. Ce fut l'arrivée de Thomas qui fit basculer la situation. Dans le bureau de l'usine, il demanda frontalement à Mehmet de montrer une pièce d'identité. L'homme sortit un passeport turc, flambant neuf, délivré seulement 8 mois plus tôt. Pour quelqu'un qui prétendait voyager en affaires depuis 15 ans, cela paraissait étrange. La tension monta d'un cran. Alors que Thomas exigeait de voir les preuves de ses virements, Mehmet resta calme, mais sa façade commençait à se fissurer. Ils décidèrent de se rendre à l'hôtel pour vérifier directement. Mais là, la vérité éclata. Le réceptionniste annonça que Mehmet avait quitté l'établissement dans l'après-midi, réglant sa chambre et disparaissant sans prévenir. L'homme, qui quelques heures plus tôt jurait vouloir bâtir un avenir avec Sabine, s'était évaporé. La police entra en scène. Le détective Weber confirma les pires craintes. Passeport falsifié, documents bancaires contrefaits, société fantôme. L'argent de Sabine avait déjà été transféré vers des comptes offshore. Le soi-disant bijou de famille offert comme preuve d'amour, une pacotille achetée dans un bazar pour une poignée d'euros. Tout, absolument tout, était un mensonge. Et Sabine, brisée, dut affronter l'humiliation de s'être laissée piéger, non seulement financièrement, mais émotionnellement. Elle n'était pas seule. D'autres femmes avaient déjà vécu la même histoire. L'escroc, dont le vrai nom était Andreas Mertens, ciblait des veuves ou divorcées d'âge mûr, mélangeant séduction et fausses opportunités commerciales pour les dépouiller.
Lors de son arrestation quelques semaines plus tard, on découvrit qu'il avait accumulé plus de 2 millions d'euros en escroquant des dizaines de victimes en Europe. Sabine témoigna à son procès, affirmant que le véritable vol n'était pas seulement financier, mais aussi émotionnel. Il lui avait volé sa confiance, son estime d'elle-même, sa foi dans la sincérité humaine. Pourtant, de cette douleur, elle sut extraire une force nouvelle. Son entreprise survécut, mieux encore, elle prospéra grâce à la solidarité locale et à la médiatisation de l'affaire. Elle devint une voix pour d'autres victimes, partageant son histoire afin d'avertir. Sabine comprit une chose essentielle. Dans la vie, comme dans les affaires, lorsqu'une promesse paraît trop parfaite, c'est souvent parce qu'elle cache un piège. Et vous? Que pensez-vous de l'histoire de Sabine Keller? Auriez-vous vu les signaux d'alerte à temps? Ou auriez-vous vous aussi voulu croire à un homme qui semblait offrir à la fois amour et succès? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits où passé, psychologie et tromperie se mêlent, abonnez-vous à